ce journal. Oui, depuis la maladie elle-même jusqu'au vaccin, les différentes communications autour alimentent une telle confusion que les populations à travers le monde ne savent pas, à vrai dire, à quel sens se vouer. Tenez, il ne se passe pas un jour sans une communication, surtout sur les réseaux sociaux, qui crée la confusion et fasse l'objet de contradictions entre les experts de santé eux-mêmes, entre les politiques et même entre les populations victimes ou pas, au travers des témoignages par rapport aux différents vaccins. Le citoyen lambda, profane sur quoi, devant toutes ces informations confuses, que fera-t-il alors? Les vaccins anti-Covid-19, seul rempart efficace jusqu'ici pour se prémunir du Covid-19, ont-ils des effets secondaires parfois irréparables, oui ou non? Pour Jérémy Lissouba, un des jeunes parlementaires congolais, il faut un minimum d'honnêteté et de responsabilité dans les communications officielles. Vaccin Covid-19, en vue de lever la confusion qui a gagné les populations de par le monde, au point de créer pour rien une réticence à la vaccination. L'honorable Jérémy Lissouba n'est pas passé par le dos de la cuillère pour signifier ce bémol en pleine session parlementaire. Mais il y a des dangers réels. Le vaccin peut protéger, mais il peut aussi avoir d'autres conséquences. Et moi, personnellement, je préfère dire à mes mandants ou à toute personne à qui je conseillerais d'aller se faire vacciner, bon, il y a tel risque, mais voilà ce que vous pouvez faire pour vous en prémunir. Au cas où il y a une complication, voilà où vous devez aller. Voilà les signes avant-coureurs d'une complication. Si vous sentez ces signes-là, allez à tel endroit. Effectivement, le vaccin n'est pas une garantie, n'est pas à 100% garantie. Mais nous devons justement mitiger les risques, infimes soient-ils. Donc c'est vraiment ça, et je pense que d'autres interventions de mes prédécesseurs ont insisté là-dessus. C'est plus une question, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de risque, ou de dire que les risques doivent être dissuasifs. Non, c'est de dire que déjà comprendre que non, les risques ne sont pas aussi importants que vous le croyez. Parce que nombreux, sur les réseaux sociaux, on donne l'impression que les risques sont sur 20, 30, 40, 50% des cas. Non. Par exemple, le risque de thrombose affecte, je crois, 4 ou 5 cas sur des millions. Donc c'est vraiment des risques infimes, et les gens doivent comprendre cela. On ne peut pas leur dire non, tout va bien, il n'y a aucun risque, vous inquiétez pas, faites-vous vacciner seulement. Parce que ce serait irresponsable de le faire. Ce serait irresponsable si demain, on va dire à un certain nombre de personnes, allez vous faire vacciner, et que parmi ces personnes, Dieu nous en garde, parmi ces personnes, il y a une complication. Et derrière, oui, la question a été posée, qui sera responsable? Parce que les gens ne sont pas dupes, dans la présidente, messieurs les ministres. Il y a par exemple des entreprises dans notre pays qui imposent l'obligation vaccinale, mais qui font signer alors aux personnes, à leurs employés, une décharge contre tout effet secondaire, qui les décharge de la responsabilité par rapport à tout effet négatif qui pourrait être occasionné à la suite du vaccin. Donc quand quelqu'un regarde cela, c'est normal cette personne se pose des questions. Donc j'insiste et je chute par là, Honorable Président, pour dire que ne prenons pas ces risques, ces inquiétudes à la légère, ne prenons pas les gens non plus pour des dupes. Je pense que les Congolais sont capables de comprendre que non, les risques en réalité ne sont pas aussi importants que vous ne le pensez. Il y en a. Si vous avez des inquiétudes, voilà ce qu'il faut faire, mais contrairement, le vaccin est une meilleure solution que de ne pas se faire vacciner. Je pense qu'avec ce niveau d'honnêteté, nous aussi nous serons plus responsables. À la vérité, ce n'est pas, et ce ne serait pas la menace qui règle une question vitale, mais une communication vivante, juste, responsable, objective et équilibrée, soit-elle sur un vaccin tel qu'il soit. Car, quel que soit
ce qui peut arriver dans la vie, considérez toujours 3 choses indispensables. 1. La façon de communiquer. 2. Le moment de communiquer. 3. Le lieu de communiquer. Le succès d'une action efficace en dépend. Tout autour du globe, les journalistes sont confrontés dans l'exercice de leur métier, celui d'informer les populations à d'innombrables menaces de violence et d'agression, allant parfois jusqu'au meurtre. Dans la plupart des cas, ces menaces de violence et agression ne font pas l'objet d'enquêtes, ce qui conduit à des agressions encore plus graves, voire des assassinats. Selon Union 4, une agence internationale qui milite pour la protection des journalistes, au cours des 10 dernières années, un journaliste a été tué tous les 4 jours et 9 meurtres sur 10 sont restés impunis. En Afrique en général et au Congo en particulier, ces abus prennent de nombreuses formes. Tribalisme, départementalisme, torture, enlèvement, agression physique, harcèlement, entrave, menaces de violence, manipulation psychologique, exclusion, cyberharcèlement, divulgation des renseignements personnels sur les réseaux sociaux. La liste n'est pas exhaustive. Ces actes délibérés ont pour but d'intimider les journalistes pour qu'ils se taisent et n'aborde pas certains sujets, ni ne couvre les histoires que les personnes qui perpétuent ces violences n'apprécient pas ou ne voient pas d'un bon œil. Une atmosphère qui crée un climat de peur parmi les professionnels des médias, mais également au sein de leur cercle familial, entravant ainsi la libre circulation des informations, mais surtout le droit des populations à être informées. La multiplication de ces cas de menaces de violence et d'agression contre les journalistes restés impunis renvoie aux citoyens lambda un message négatif selon lequel diffuser une information embarrassante ou des opinions indésirables, c'est s'attirer des problèmes. D'où la réticence de certains à s'exprimer lors des différents reportages. Il faut tout de même signifier que c'est en décembre 2013, lors de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qu'a été adoptée la résolution intitulée « Sécurité des journalistes et la question de l'impunité », qui a proclamé la date du 2 novembre, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. La date de cette journée a été choisie en hommage à 2 journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlan, assassinés au Mali en 2013. Selon un rapport de l'UNESCO, les meurtres des journalistes sont en baisse au niveau mondial, avec une diminution de 20% au cours des 5 dernières années, c'est-à-dire de 2016 à 2020. Par contre, le niveau d'impunité pour les crimes contre les journalistes reste extrêmement élevé, 87% à ce jour. Vivement la protection des professionnels de l'information, car leur rôle est essentiel à la vivacité de la démocratie. Alors que le lancement du championnat national a été annoncé par l'instance dirigeante du football congolais, notamment la FECOFOOT, pour le 11 décembre prochain, le stade municipal de Pointe-Noire présente jusqu'à ce jour un visage inquiétant. Tenez, comment comprendre qu'à l'orée du championnat national, ce complexe sportif se trouve encore dans un état d'insalubrité d'un autre âge? Les images parlent d'elles-mêmes. Nous sommes sans ignorer qu'il y a de cela quelques jours que l'instance dirigeante du football africain a sanctionné le stade Alphonse Massama Deba de Brazzaville pour non-conformité aux normes des stades actuels FIFA, même si celui-ci n'est pas qualifié pour les rencontres internationales. Cette sanction devrait tout de même nous interpeller pour que les conditions de compétition sportive, soient-elles nationales, deviennent quelque peu acceptables. Ça, c'est ce qu'on appelle les actions de charme politiciens. L'on construit son lendemain et nous irons de réhabilitation en réhabilitation. Hélas. L'État a raison parce que tout le monde doit se faire vacciner. Mais en se faisant vacciner, il faudrait aussi qu'il y ait un code. Chaque travail doit avoir une façon de faire. Une analyse approfondie. Sans analyse, il n'y a rien. Il faut voir. Est-ce que quand l'État a lancé l'opération coup de poing, il a prévu des docteurs qui doivent regarder ceux qui souffrent, ceux qui sont malades?
ceux qui ne peuvent pas prendre et ceux qui peuvent prendre ce vaccin. Parce que ce vaccin-là a aussi de ce qu'on appelle des faits nocifs là-dedans. Donc pour cela, l'État... Des effets indésirables. Indésirables. Donc l'État va d'abord mettre, en position les médecins qui doivent déceler les maladies des gens. Et alors, quand on fait ça, quand ils décèlent les maladies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait les épargner. Les épargner. En les épargnant, on fait quoi? Il y a un certificat que l'on donne, qui ne leur donne pas, veut dire droit de pouvoir supporter ce vaccin. Est-ce qu'on a vu ça? Sinon, tout le monde doit être vacciné, ce n'est pas une mauvaise affaire. Hein? C'est pour éviter de dire la maladie chez nous. Mais il faut prévoir tout ce qu'on appelle des impasses, des choses nocives. Tu vois? Parce que sinon, au lieu que le vaccin nous soigne, mais le vaccin va nous tuer de plus belle. Parce que lorsque le vaccin rencontre une maladie, les comorbidités. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'inflammation. Puis il y a des morts d'hommes. Voilà. Là, on va accuser, c'est le vaccin qui est mal, or que c'est notre façon de faire qui est très mal. Et jamais qu'un malade ne peut connaître sa maladie. Il n'y a que le docteur qui connaît. Puisque c'est le docteur qui doit dire au malade que tu souffres de tel mot ou de tel mal. Vous voyez? Jamais. Comment? Depuis quand tu as entendu, toi, veut dire qu'un homme malade va se dire que moi je souffre et la maladie des yeux, et la maladie des dents, et la maladie... Il ne peut pas, telle que la maladie que vous venez de citer là. C'est une maladie qui se démarque difficilement. Le diabète. Difficilement. Mais ils vont mourir beaucoup. Ils vont mourir. Parce que tu vas à l'hôpital, là, tu t'en vas prendre, veut dire la chose qu'on appelle le vaccin. Non, dans ce qu'on appelle l'idiotie, le vaccin, sans se connaître que moi je suis malade, mais tu vas mourir. Tu vois? Donc il faudrait d'abord que le docteur regarde bien de fond en comble celui que nous allons vacciner. Voyez, celui que nous allons vacciner, avant de le vacciner, au lieu de lui poser la question, tu souffres de quoi? Lui, il connaît quoi? Il ne connaît pas? Lui, il n'est pas docteur, il n'est pas médecin. Et puis, demain matin, quand il va se trouver devant la police, tels que les policiers que nous connaissons là, nous les connaissons tous là. Et ils vont trouver de ça un gagne-pain. Hein? Ils vont trouver de ça un gagne-pain. Comment? Parce que, oui, lorsque tu ne vas pas lui présenter un papier, lui, il va dire, celui-là s'est échappé. Ça se rendre compte, même si tu dis que j'étais malade, il ne te comprendra pas. Il ne va pas te comprendre parce que ça, pour lui, maintenant, c'est devenu un gagne-pain. Quand tu vas lui dire, papa, non, je suis enceinte. Je suis enceinte, il ne te comprend pas. Hein? Ce qu'on envoie dans les frontières là, ils ne savent rien, ils ne savent pas ça. Lui, c'est son arme qu'il connaît. Lui, c'est la mission qu'il connaît. C'est tout. Mais le docteur doit faire son travail. Tu es malade, tu n'as pas la possibilité de prendre le vaccin, on t'épargne en te donnant un papier que lui là, il n'a pas le droit de recevoir cette dose de médicaments. Voilà tout ce qu'il faut faire. Il faut épargner les gens. C'est ça qu'on appelle faire l'examen de conscience. Et puis conscientiser d'abord les gens aussi. Voilà, la conscientisation des gens doivent provenir des médecins qui sont là. Un homme qu'on a dit, tu ne vaccines pas, quand il va dire devant la police qu'on m'a épargné, la police ne va pas comprendre parce que la police aussi de ça, c'est son gagne-pain. Ou tu payes de l'argent, ou c'est la bagarre qui va s'instaurer là. Voilà ce qui va se faire. Donc il faudrait que les médecins fassent leur travail. Non, à ce sujet, ils ont raison. Lorsque les gens se font vacciner, ils n'ont pas de carte après que des promesses. Comment seront-ils les vaccinés et les non vaccinés? Je suis d'accord pour la vaccination. Tant pis pour ceux qui refusent de se faire vacciner. Sauf que depuis la semaine passée, j'ai pu avoir mon vaccin. La première
Malembe Johnson. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de passe sanitaire. Je ne sais pas comment ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de prendre les vaccins là-bas, mais il n'y a pas de passe sanitaire. On nous remet juste les photocopies. Et comment on va surveiller? Est-ce que les photocopies là, vous allez nous compliquer? C'est ça le problème. C'est ça qui vraiment me cœur. Sinon le vaccin, nous on prend le vaccin, nous sommes dans le marché, on est vacciné. Moi, tel que je ne veux pas, je suis vacciné, mais sauf que je n'ai pas le passe sanitaire. Sur le cave, dans le marché. Sur ça, je n'ai pas de commentaire à faire parce que l'État est mieux placé à répondre à cette question. Je me désiste de répondre à cette question. Parce que cette question relève les compétences de l'État. C'est obligatoire que tu sois vacciné parce que malade qui n'a pas là. Peut-être qu'on a respecté le vaccin. Mais vraiment mal à l'aise. On nous oblige la vaccination, monsieur, dans les bus mal à l'aise. Ne court-il pas un grand danger alors qu'ils sont nombreux dedans? Malade qui n'a pas de personne va être traqué. Papier, ça fait, tu vas taxer après, tu vas mettre jusqu'à 3 personnes. Les 3 personnes, on reprend dans le chauffeur. Le taxi et bus transportent 3 personnes. Cela ne rend pas service aux chauffeurs. Bus mal à l'aise, les mesures ne sont pas respectées. Il dit que vous mettre un bus avec 150, vous le mettre un bus avec 4 personnes. Nous qui vendons au marché, nous avons accepté de nous faire vacciner. Qu'ils nous remettent les bus à 150 et le nombre de places comme dans le passé. Que les autorités passent d'abord à la télé, qu'ils nous montrent comment est-ce qu'ils se font vacciner. Vaccin, ça me protéger ou bien vaccin, ça me même si malade. Nous nous faisons vacciner pour se protéger ou bien pour toujours tomber malade. Les diabétiques ne se font pas vacciner, les femmes enceintes, telles que moi je suis enceinte. Lorsqu'on se rend à l'hôpital, on nous demande le pass de Covid. Peut-être que j'ai une glycémie en surplus, mais comment je n'ai pas fait des examens, comment savoir? Faites-nous des examens avant. La maladie existe. Allons nous faire vacciner. Tout le monde n'a pas le même organisme. Parce qu'il y a d'autres qu'on interdit de fumer après l'injection. Mais moi, j'ai fumé après pendant toute la journée. Je vous déconseille de faire comme moi. Par définition, la Bible est un recueil des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est le livre sacré des chrétiens, encore appelé Saintes Écritures. C'est à l'initiative des États-Unis d'Amérique et plus particulièrement de l'Association de la Bible qu'a été instituée une journée internationale de la Bible, célébrée tous les 24 novembre de l'an. Plus anciennement, l'on a même retrouvé une injonction du président Roosevelt en 1941, ordonnant de célébrer un week-end de la Bible. Pas étonnant, les États-Unis prêtent serment sur la Bible. Il faut garder à l'esprit cette origine américaine pour comprendre cette journée, dont le but est d'encourager la lecture de la Bible, le livre qui vulgarise l'œuvre du salut en Jésus-Christ. L'intention affirmée est clairement prosélyte. Et les organisateurs n'hésitent pas d'affirmer qu'il s'agira également d'une occasion de réunir ceux qui aiment Dieu et veulent le remercier. Au Congo, plus précisément à Pointe-Noire, cette journée semble presque très mal connue et des autorités et des populations même chrétiennes. Aucune activité officielle, aucune déclaration gouvernementale, aucune évangélisation autour de la Bible. C'est le livre le plus répandu au monde. La Bible arrive largement en tête des livres les plus lus au monde. Elle a été vendue à près de 4 milliards d'exemplaires uniquement ces 50 dernières années. La Bible reste le livre le plus vendu à l'heure actuelle. Il est dit qu'elle semble indétrônable. Il ressort d'un texte biblique ce qui suit, je cite, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué 1, le verset 8. Au fond, on peut exploiter la Bible pour réussir dans nos entreprises.
Il s'est de signaler que la Bible a été écrite par 40 personnes différentes, dont Moïse fut le premier écrivain. Elle a été traduite en 1763 en 2000 langues diverses ou plus. Sachant que la Bible nous dit tout et nous enseigne la façon de faire et d'être. Mettre ces enseignements en pratique peut favoriser la cohésion sociale, l'éducation des familles, un climat apaisé au milieu des politiques et par le fait même le développement socio-économique. La Bible doit être loin d'alimenter les disputes de religion ou les discussions vaines, mais prône plutôt l'amour du prochain. Semblable aux dégâts que cause une pluie diluvienne, le traumatisme, un dommage ou choc résultant d'une lésion causée par une blessure ou un coup. C'est aussi en psychologie la conséquence d'un trauma psychologique. C'est ce dernier qui est le calvaire ou le vécu de plusieurs enfants. Des enfants rongés par la peur, le stress, en vivant sous leurs yeux la maltraitance de leur maman, perpétrée par leur papa au sein de leur famille. C'est souvent des actes d'une brutalité sans pareil. Le foyer qui devait être un milieu convivial par excellence, renvoyant l'amour, la joie, la paix, la gaieté à satiété, propre pour l'épanouissement d'une famille, semble devenir un milieu hostile. Certains foyers deviennent presque des camps militaires. Hélas, une catégorie des époux exagère dans leurs mauvaises manières, se permettant de maltraiter leurs femmes, même devant leurs enfants, avec des actes de violence verbaux et physiques, faits des insultes, des menaces sexuelles, des coups de poing, aux allures d'une compétition de karaté, de boxe ou de judo. Une marginalisation qui ne dit pas son nom. Bref, cela entraîne chez l'enfant qui le vit au quotidien une lésion intérieure, un choc dans sa tête qui impacte parfois toute sa vie avec pour conséquence directe le déséquilibre sur le plan scolaire, dans la vie sociale et pourquoi pas la mort. Et l'on se rend compte que dans cette vie, il y a beaucoup de traumatisés psychologiques. Ce genre d'enfant, devenu papa ou maman, ce traumatisme aura des répercussions sur sa famille. Combien ne sont-ils pas dans cette situation ? Le trauma psychologique renferme des conséquences émotionnelles pénibles qui peuvent entraîner à l'enfant une désorientation dans la vie, surtout s'il n'est pas suivi par un psychologue. Si la loi divine nous demande d'aimer son prochain, c'est-à-dire lui faire du bien, à plus forte raison à son époux ou à son épouse. Non, l'homme ne doit pas être ennemi de sa femme, mais plutôt un amour. En effet, un confident, afin de faire régner un climat de bonheur dans la famille, propre à favoriser l'épanouissement tous azimuts de sa progéniture. Dès qu'on pense aux routes, on pense au nombre des travaux publics. La route sert à l'intercommunication entre citoyens et entre les peuples. La route est un grand facteur de développement. Une route donc qui a de nids de poules, des trous béants, qui manque de pontes et de canalisation, est la cause de bien d'accidents et favorise le phénomène embouteillage. Autre conséquence des routes dégradées. Au-delà des accidents, il est le fait de manquer en rendez-vous d'affaires, les retards au travail, à l'école, au marché et bien des lieux importants. La route devait être bien et régulièrement entretenue. Placer des dodanes en cas de besoin. Sans la route, pas de bonne santé, car on est censé se déplacer lorsqu'on est malade, surtout en cas d'urgence. Mais avec quelle route ? Les routes font vraisemblablement défaut dans la capitale de l'or noir. Le développement est au prix de la construction des routes de développement, car les routes mal construites et mal entretenues nous tuent du jour le jour. Lorsqu'on sait que gouverner, c'est prévoir. Prévoir des bonnes routes, des routes à circulation fluide, donc sans embouteillage, sans crevasse, sans mare d'eau. Lorsqu'on n'a pas prévu, ne soyons pas surpris des dégâts. Comment est-ce que les autres font pour que leur route soit toujours en bon état? Est-ce qu'il faut douter de la compétence de nos autorités compétentes? La ville de Pointe-Noire, capitale économique et ville pétrolière, mérite, l'on dira, des routes dignes, construites dans les règles de l'art. Pensez-vous qu'une capitale économique, avec ses routes en dégradation continue, pourra faire valoir l'économie? Certainement pas. Si aujourd'hui, le gouvernement nous protège contre la pandémie à coronavirus Covid-19, ce qui est une bonne chose, mais nous offrir des routes de qualité, non seulement nous protégera contre la mort par accident, ces routes de qualité
contribueront largement au développement tous azimuts de la mère patrie. C'est en 1999 que les Nations Unies ont choisi la date du 25 novembre, date de l'assassinat macabre de Patria, Minerva et Maria Teresa Mirabal, pour célébrer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour la petite histoire, lors d'un bal de jeunes, la jeune Minerva, l'une des sœurs Mirabal, âgée alors de 23 ans, dotée d'une grande intelligence ainsi que d'une rare beauté, repousse avec fermeté les avances de Raphaël Leonidas Trujillo, surnommé le Réfé, le chef en français, qui a dirigé à l'époque d'une main de fer la République dominicaine dans les années 50, ce qui attirera à sa famille la colère et les foudres du dictateur. C'est alors que le 25 novembre 1960, les 3 femmes dominicaines, les sœurs Mirabel, furent assassinées à la machette, puis leur corps jeté dans un précipice par les services secrets dominicains sur les ordres du chef de l'État, le Réfé. Cette journée est donc devenue aujourd'hui le symbole d'un combat pour l'élimination des violences à l'égard des femmes dans le monde entier. Cette année, à l'échelle internationale, le thème retenu est mettre fin maintenant ou ranger le monde. Au Congo, le thème choisi est Congolais, Congolaises, impliquons-nous tous contre la violence faite aux femmes pendant la période de Covid-19. Jessica Mamouni-Goma, présidente du groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, nous en fait le décryptage. C'est un thème qui est tout à fait intéressant parce que dès le départ, il s'adresse aux Congolaises et aux Congolais. Cela montre vraiment qu'il faut une implication, un travail en synergie entre les hommes et les femmes pour pouvoir arriver justement à faire baisser les violences justement. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il parle de l'implication. C'est un thème qui est vraiment intéressant à décrypter parce que quand on parle d'implication, cela signifie qu'il faut prendre la question à cœur, il faut agir. Donc les femmes doivent agir, connaître leurs droits et agir pour les protéger. Les hommes doivent agir, connaître les droits des femmes et agir pour les protéger. Super intéressant. Et puis on a parlé de la période, cette période de pandémie à coronavirus qui a malheureusement accentué les violences envers les femmes, surtout pendant la période de confinement où plusieurs femmes ont été frappées, violées, injuriées. Plusieurs femmes ont perdu leur autonomie parce qu'elles ne pouvaient plus travailler et on ressent les stigmates de cette période jusqu'à ce jour. C'est pour cela que voilà, il faut continuer cette sensibilisation pour protéger les femmes et pour garantir leurs droits, surtout en cette période de Covid-19. La violence faite aux femmes a des graves conséquences. Il faut donc viser son élimination pour pouvoir atteindre une baisse considérable des chiffres de violence envers les femmes, a-t-elle ajouté. Le regard sur la violence reste encore un sujet drôle, un sujet négligé, un sujet méprisé et nous avons besoin que le maximum de personnes comprennent qu'il s'agit d'une réalité avec des conséquences graves et justement il faut viser l'élimination pour pouvoir atteindre une baisse considérable des chiffres de violence envers les femmes. Pour Régine Goma, coordonnatrice des organisations de la société civile Pointe-Noire-Cuilou, l'élimination des violences à l'égard des femmes passe par la formation, l'éducation et l'information en vue de les mettre au parfum des différentes voies de recours. Une femme doit être formée, une femme doit être informée, une femme doit être éduquée pour connaître en cas de violence, qu'est-ce qu'elle doit faire, en cas de violence, où est-ce qu'elle peut courir, en cas de violence, quel est le comportement qu'elle doit tenir. La violence contre les femmes a de lourdes conséquences et peut empêcher la réalisation de projets dans certains domaines cruciaux, tels l'élimination de la pauvreté, la lutte contre le VIH-Sida, la paix et la sécurité. Avec la crise sanitaire due au Covid-19 et du fait des confinements, les violences conjugales, physiques, psychologiques, verbales et sexuelles ont augmenté dans le monde au premier trimestre de l'année 2020, comparé à la même période de l'année 2019, selon certaines ONG internationales. Pour cela, les Nations Unies ont lancé le concept 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui débutera au lendemain du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Il s'agit d'une stratégie mondiale pour appeler à la prévention et à l'élimination tant soit peu des violences à l'égard des femmes. Ces 16 jours d'activisme prendront fin le 10 décembre, journée des droits humains. Figure emblématique de la politique congolaise, Lekundu Iti Osetumba fait son entrée dans l'histoire politique du Congo depuis l'époque du monopartisme. C'est dans le plus pur des hasards qu'il s'est mis au devant de la scène politique. En effet, après ses études secondaires au collège Chaminade, il s'en va en 1968 en France pour la poursuite de ses études à l'école supérieure de commerce de Strasbourg.
Quelques années plus tard, pendant qu'il n'a pas encore achevé ses études, ses camarades de l'association des étudiants congolais, AEC en abrégé, dont il est le président, le charge de la mission de repartir au Congo pour s'enquérir de la situation générale du pays à la suite des changements qui s'y sont entre-temps intervenus. À son arrivée au Congo, Justin Lekunzu, comme il se nommait à l'époque, décide d'y rester et d'apporter son soutien au président Marien Ngouabi. C'est alors qu'il va, comme dans la foulée, être nommé au poste de directeur général du bureau de la commission du contrôle. Il restera à ce poste jusqu'en 1969, quand il fera son entrée au bureau politique du Parti congolais du travail, PCT en sigle. Lekunzu Iti Osetumba est ensuite nommé ministre de l'Industrie et des Mines de 1971 à 1973. Il est d'ailleurs l'un des rares Congolais à avoir assumé les fonctions de ministre sans du moins disposer d'une quelconque expérience professionnelle. Après son parcours au ministère de l'Industrie et des Mines, Lekunzu prend la direction de la CORAF, la congolaise de raffinage, de 1984 à 1989. Puis il est élu député PCT dans la région de la Cuvette en 1992. Au sortir des événements de 97, il est nommé ministre de la Reconstruction jusqu'en 1999. Puis, de 99 à 2002, ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale. Nanti désormais d'une grande expérience politique, Lekunzu Iti Osetumba prendra alors la présidence du groupe parlementaire du PCT à l'Assemblée nationale en 2002, avant de disparaître complètement de la scène politique en s'exilant volontairement en France. En 2020, l'homme politique devra faire face à un événement malheureux qui l'affectera tout le reste de sa vie. Il s'agit de la mort de son épouse bien-aimée, Charlotte Emilienne Lekunzu. Une disparition dont il aura du mal à se remettre. Il confiera d'ailleurs plus tard, je cite, « Une partie de moi s'en est allée ». Faisant cette fois-ci face à la maladie depuis quelques temps, Lekunzu avait été hospitalisé en France où il a bénéficié de la visite reconfortante du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, en séjour à Paris. Comme un prophète sentant sa dernière heure arriver, Lekunzu Iti Osetumba décide alors de rentrer au Congo, sa terre natale. Le natif de Bunji, vers les années 1941, ne sera resté à Brazzaville qu'une semaine avant de rejoindre ses ancêtres le jeudi 25 novembre, entouré de sa famille. S'il y a des travaux des marchés domaniaux qui sont restés inachevés à Brazzaville, figurent ceux du marché de l'intendance, situé sur l'avenue qui porte le même nom dans le quartier Texaco à Talangaï. Les travaux de réhabilitation de ce marché qui avaient donné la lueur d'espoir aux commerçants ainsi qu'aux populations riveraines d'avoir un marché digne de ce nom n'a été tout simplement qu'un abandon de la part des pouvoirs publics qui n'ont pas pu achever les travaux. Lancé en 2014 avec la société chinoise Dao, celle en charge de l'exécution des travaux, ce chantier, arrêté une année après, a laissé la place à la poussée des herbes, comme dit un dicton populaire, la nature à l'horreur du vide. Exprimant son indignation sur la question, le président du marché appelle les autorités à relancer les travaux. La mairie nous a dit de quitter. C'est depuis 2014 qu'on a commencé les travaux. Ils nous ont donné 18 mois pour réintégrer le marché. Par contre, en 2015, les travaux sont arrêtés. Maintenant, là nous traînons à vendre dans la rue. On n'est pas à l'aise. Nous demandons au gouvernement de finir les travaux afin que nous libérons la voie publique. Ce chantier abandonné sert aussi d'habitation pour des maçons de la société chinoise Dao venus de Dolisie. Ces derniers, qui se sentent abandonnés à leur triste sort, exigent le paiement de leurs droits afin qu'ils libèrent les lieux. Un d'eux s'est prêté à notre micro. Nous sommes arrivés avec les Chinois depuis 2014. Je suis maçon, mais en 2015, les Chinois ont arrêté les travaux de la construction du marché. Ils sont partis, ils nous ont laissés seuls jusqu'aujourd'hui. Quand nous déclarons notre argent, ils refusent de donner. La raison est que le gouvernement n'a pas pu payer la totalité de leurs dettes. Ici, nous souffrons avec les enfants. Que l'État nous dédommage pour que nous rentrons dans nos villages. Ici, il y a des koulounas qui arrivent la nuit. Notre vie est en danger.
Pour votre gouverne, des informations que nous avons glanées sur place font état que ce site se transforme la nuit au vu au sud des pouvoirs publics au lieu de refuge des bébés noirs. Un véritable danger pour les paisibles populations qui se vaquent librement à leurs occupations. Toutefois, on fait savoir à ces maçons que la cause directe de l'arrêt des dits travaux aurait été le manque de financement de la part de l'État, espérant que les pouvoirs publics trouveront des solutions adéquates pour autant soit peu soulager les populations.